Imagine te réveiller et découvrir que la première puissance navale de la planète n'est plus les États-Unis. C'est précisément ce qui se passe, en silence, loin des projecteurs des médias occidentaux. La Chine, qu'on ne prenait guère au sérieux en mer il y a quelques décennies, affiche aujourd'hui une flotte qui non seulement rivalise, mais a déjà dépassé numériquement la marine américaine. Plus de 370 bâtiments de combat, contre environ 296 pour les États-Unis. Simple statistique? Pas du tout. C'est le basculement d'équilibre le plus spectaculaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui frappe, ce n'est pas seulement la quantité, mais la vitesse. Tandis que les chantiers américains peinent à livrer un navire à la fois, Pékin fonctionne comme une chaîne de production implacable, capable de sortir jusqu'à 16 bâtiments différents simultanément. C'est la différence entre un appareil industriel adapté à l'effort de défense et une civilisation entière mobilisée pour projeter de la puissance à l'échelle mondiale. Au cœur de cette nouvelle marine se trouvent les porte-avions chinois. Le Fujian, joyau technologique lancé récemment, a déjà franchi le détroit de Taïwan en septembre 2025, envoyant un message direct non seulement à Taipei, mais aussi à Washington. Nous sommes prêts à contester le contrôle des mers. À ses côtés, des destroyers de dernière génération, des sous-marins discrets et des corvettes armées transforment l'Asie-Pacifique en un échiquier où chaque mouvement peut redéfinir l'ordre mondial. Ce que Pékin construit n'est pas seulement une flotte, c'est un signal. Un signal qui dit que le XXIe siècle ne sera pas dominé par les États-Unis sans résistance. La question est, jusqu'où cette montée en puissance peut-elle aller avant que le monde ne se réveille, face à un choc de grande puissance devenu inévitable? Avant de poursuivre, dis-moi en commentaire, penses-tu que les États-Unis peuvent encore conserver la suprématie navale, ou bien la marine chinoise est-elle déjà la nouvelle force dominante des océans? Pour comprendre comment Pékin a pris l'ascendant sur la marine américaine, il faut regarder au-delà des chiffres et observer le moteur de cette transformation, la capacité industrielle. Tandis que Washington affronte bureaucratie, budget qui dérape et retard de plusieurs années, la Chine a bâti la plus grande industrie navale de la planète. Des chantiers colossaux, en activité 24h24, produisent des bâtiments de combat comme des voitures sur une chaîne d'assemblage. Selon les estimations, la capacité de construction navale chinoise est 230 fois supérieure à celle des États-Unis. Cela signifie que pendant que ces derniers planifient minutieusement la mise à l'eau d'un destroyer, la Chine parvient à lancer simultanément des dizaines d'unités, des corvettes rapides aux sous-marins à propulsion nucléaire. Cette échelle industrielle n'est pas qu'impressionnante, elle change les règles du jeu, car en mer, le nombre compte aussi. Et Pékin ne construit pas des navires uniquement pour patrouiller ses eaux côtières. L'objectif affiché est de disposer d'une marine haute mer d'ici 2050, capable d'opérer sur tous les océans. Il ne s'agit pas seulement de défense, il s'agit de projection globale. Chaque nouveau porte-avions, chaque nouveau sous-marin lancé est un pas de plus pour défier directement le contrôle américain des routes maritimes internationales, vital pour le commerce et la sécurité des alliés de Washington. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 40 destroyers, plus de 50 frégates, environ 60 sous-marins, sans compter les porte-avions et les bâtiments amphibies capables d'acheminer des unités complètes. Voilà l'épine dorsale d'une marine qui ne se limite plus à la mer de Chine méridionale. On parle d'une présence croissante dans l'océan Indien, le Pacifique, et même d'exercices conjoints dans l'Atlantique avec des partenaires stratégiques. La question que beaucoup se posent, les États-Unis ont-ils sous-estimé la détermination chinoise? Car pendant que les Américains se concentraient sur des théâtres au Moyen-Orient et sur des divergences internes, Pékin a travaillé en silence, année après année, jusqu'à atteindre le point où il se trouve aujourd'hui. Et ce point n'est plus seulement la rivalité, c'est la prise d'avantage sur plusieurs axes. Rien ne révèle mieux la nouvelle assurance de Pékin que la traversée du porte-avions Fujian dans le détroit de Taïwan en septembre 2025. Ce n'était pas un exercice routinier. C'était une démonstration calculée de puissance, un message au monde que la Chine n'a plus peur de montrer ses cartes. Le Fujian n'a rien à voir avec ce que la Plane a opéré jusque-là. Équipé de catapultes électromagnétiques, une technologie auparavant maîtrisée seulement par les États-Unis, il symbolise l'entrée définitive de la Chine dans le cercle restreint des marines d'élite.
Ce passage n'était pas qu'une affaire de moyens militaires, c'était un acte symbolique, un rappel que Taïwan demeure le point le plus inflammable de la géopolitique asiatique. À chaque manœuvre dans le détroit, Pékin montre qu'il peut encercler l'île et contester la présence américaine dans la région. Ce n'est pas un hasard si, au moment où le Fujian franchissait ses eaux, la garde côtière chinoise intensifiait ses incursions à Kinmen, testant la patience de Taipei. Mais la marine chinoise va au-delà de la pression sur Taïwan. Elle s'inscrit dans une stratégie visant à rompre le quasi-monopole américain sur les mers. Aujourd'hui, des routes qui relient le pétrole du Golfe à l'Asie ou le commerce africain à l'Europe passent par des couloirs où la présence navale des États-Unis a toujours été dominante. Pékin sait que, s'il ne peut pas protéger ses lignes d'approvisionnement, son économie reste vulnérable. C'est pourquoi chaque mise à l'eau est aussi une pièce d'un puzzle plus vaste. Garantir que la Chine ne soit plus jamais tributaire de blocus ou de restrictions maritimes. Le plus préoccupant, c'est que cette modernisation s'accompagne d'une montée en puissance nucléaire. Avec des sous-marins capables d'emporter des vecteurs à longue portée, la Chine bâtit non seulement une force de dissuasion conventionnelle, mais aussi stratégique. Cela modifie le calcul de Washington. Il ne s'agit plus seulement de perdre une suprématie régionale, mais de risquer un face-à-face avec un rival doté d'une capacité de frappe à l'échelle mondiale. Pékin ne cache plus ses objectifs, et chaque mouvement naval est conçu pour envoyer un signal. Le siècle des océans dominé par Washington touche à sa fin. La question n'est plus si une confrontation aura lieu, mais quand. Face à cette expansion impressionnante, les États-Unis ne restent pas immobiles. Washington sait que perdre la suprématie navale revient à abandonner la colonne vertébrale de sa puissance globale. Mais le problème, c'est que les Américains sont confrontés à un dilemme. Pendant que la Chine construit vite et à moindre coût, chaque nouveau navire américain coûte des milliards et nécessite des années. C'est la différence entre une puissance qui tourne comme une industrie de mobilisation générale et une autre freinée par la bureaucratie et les querelles politiques. Les États-Unis conservent encore un avantage qualitatif technologique, propulsion nucléaire, chasse embarquée plus avancée, expérience opérationnelle réelle. Mais jusqu'à quand cet atout compensera-t-il l'écart en nombre d'unités? Dans un conflit prolongé, la masse compte, et la Chine semble prête à soutenir un rythme que Washington aura du mal à égaler. L'alerte résonne déjà dans les couloirs du Pentagone. Si rien ne change, la suprématie navale américaine pourrait relever du passé d'ici la fin de la décennie. Et ne te trompe pas, il ne s'agit pas seulement du Pacifique, c'est l'ensemble de l'architecture internationale qui est en jeu. Maintenant, j'aimerais ton avis. La technologie américaine peut-elle encore contenir la marine chinoise, ou assiste-t-on déjà à l'émergence de la nouvelle puissance dominante des mers? La progression navale de la Chine ne se limite pas à un défi militaire. Elle recompose tout l'échiquier géopolitique. Chaque navire lancé est aussi un outil diplomatique, capable de projeter de l'influence bien au-delà de l'Asie. Pékin envoie déjà des frégates escorter des routes dans l'océan Indien, participe à des entraînements dans le Pacifique Sud et, plus récemment, s'est montré dans des manœuvres conjointes en Méditerranée. Le message est clair. La marine chinoise n'est plus cantonnée à la mer de Chine méridionale, elle devient globale. Les effets sont immédiats. Des pays d'Asie du Sud-Est comme l'Indonésie et les Philippines accélèrent leur programme de modernisation, craignant que la région ne devienne une sorte de mer chinoise. En Afrique, la présence navale de Pékin sécurise l'accès à des ressources clés et renforce l'initiative La Ceinture et la Route. Pour de nombreux gouvernements émergents, accueillir des bâtiments chinois n'est pas une menace, mais une opportunité de protection contre la piraterie et un levier dans les négociations d'investissement. Et voici le point le plus crucial. La marine chinoise n'agit pas seule. Elle opère en parallèle de l'essor aérien, du renforcement du volet stratégique et de l'utilisation d'outils économiques. C'est un paquet complet de pression et d'influence. Quand Pékin déplace sa flotte, il ne s'agit pas seulement d'entraîner des marins. C'est aussi négocier des accords, dissuader des adversaires et gagner des partenaires. La mer, longtemps domaine privilégié des États-Unis, devient la nouvelle arène où Pékin met à l'épreuve sa puissance. Et le monde, peu à peu, réalise qu'il ne s'agit plus d'une rivalité régionale. C'est un jeu à portée planétaire. La montée navale chinoise a un effet collatéral inévitable,
une course aux armements régionales. Chaque destroyer mis à l'eau à Shanghai pousse les voisins à se procurer de nouveaux missiles, avions et sous-marins. Philippines, Japon, Australie et Inde adaptent déjà leur doctrine à un scénario où la suprématie américaine n'est plus acquise. Résultat, un environnement instable où la moindre erreur d'appréciation peut dégénérer en confrontation ouverte. Un simple incident en mer de Chine méridionale, un bâtiment philippin percuté, un avion américain intercepté, une frégate chinoise avançant au-delà de l'attendu, peut allumer une étincelle difficile à éteindre. Et avec des arsenaux toujours plus sophistiqués, le risque n'est pas seulement celui d'un accrochage limité, mais d'une escalade beaucoup plus large. Washington en est conscient et tente de réagir en consolidant les alliances. Le Quad, avec l'Inde, le Japon et l'Australie, et AUKUS, avec le Royaume-Uni et l'Australie, sont des tentatives claires de contenir l'expansion chinoise. Mais le temps joue contre les États-Unis. Pendant que l'on planifie des réunions et discute des protocoles, la Chine a déjà lancé de nouveaux navires. C'est tout le danger d'une course asymétrique. Un camp mise sur une diplomatie lente, l'autre sur la production de masse. Et au final, le tempo est donné par celui qui parvient à mettre le plus d'acier à l'eau.